c'est un travail extrêmement intéressant avec beaucoup de jeux vocaux, beaucoup de découvertes et puis on va vraiment fouiller et j'adore ça. Voilà, la complexité des différents personnages pour savoir comment la voix peut être au service de l'interprétation théâtrale. Bienvenue dans Histoire de soignants, le podcast de Staff Santé qui vous emmène à la rencontre de soignants qui sortent du cadre. Quels sont leurs parcours, leurs déclics professionnels ou leurs plus beaux souvenirs? Pourquoi avoir choisi d'exercer dans cet environnement? Tous les mois, un soignant nous ouvre les portes de son quotidien et de sa réalité, loin des idées reçues. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Clémentine. Clémentine est orthophoniste, mais pas que. Son métier, elle l'utilise pour coacher des avocats, des managers, des enseignants, des politiciens, où la voix a toute son importance, vous vous en doutez. Il lui arrive aussi souvent de fouler les planches d'un théâtre pour accompagner chanteurs et comédiens. Elle pratique également le chant lyrique, alors autant vous dire qu'on a affaire à une vraie passionnée de la voix, passion qu'elle nous partage merveilleusement à travers son témoignage. Et tout le long, on essaie d'être bien connecté, du début à la fin. Mon activité, elle est un peu atypique, je dirais. Elle est très orientée vers mes passions, ma passion première qui est la voix. Donc j'ai une activité classique d'orthophonie pour une petite proportion de ma patientèle et puis pour une portion plus importante, une activité vraiment particulière qui est rattachée aux problématiques liées à la voix parlée et à la voix chantée. Il est important pour des avocats, des journalistes et autres professionnels de la voix de faire de l'orthophonie lorsqu'ils en éprouvent le besoin, l'envie, parce que dans leur quotidien, ils ont besoin très souvent d'une voix qui sorte bien, donc une voix fonctionnelle en termes de qualité, donc une voix avec des possibilités normales, voire un peu supérieures. Et ils ont également besoin d'une certaine endurance vocale, donc de tenir aussi sur une longue distance, tel un sportif qui aurait besoin d'utiliser tous ses muscles longtemps et d'une façon importante. Libi, 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 li. On se met pas la pression avec l'articulation, on y va tranquille. Libi, 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 li. Libi, 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 li. Oui. Libi, 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 li. Libi, 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 li. Les cordes vocales ne sont pas seules, en fait, l'ensemble du corps est très utile aux personnes qui utilisent leur voix. On a souvent tendance à disséquer les choses et à avoir cette vision un petit peu coupée du corps, mais en fait c'est extrêmement holistique et global. Et l'orthophoniste, vraiment dans certaines spécialités, donc par exemple dans ma spécialité qui est la voix, effectivement va entraîner son patient d'une part à savoir exploiter ses muscles, mais aussi savoir comment organiser son corps aussi au niveau articulaire, etc. Et puis à la fois savoir se reposer aussi. On a besoin d'un entraînement physique parfois chez les personnes hypotoniques et parfois chez les personnes hypertoniques. On a besoin de calmer un peu le jeu. Donc c'est tout cet accordage qui est extrêmement important et intéressant. Il y a des choses qui se passent dans le haut du corps, mais également depuis vraiment la racine, les pieds. Donc c'est vraiment l'entièreté du corps qui est concernée. Par exemple, un patient qui va avoir un souci par rapport à un problème d'ordre podologique, par exemple, ou alors, par exemple, un patient qui marcherait avec des appuis un peu plus sur l'intérieur du pied, ça va provoquer un serrage laryngé. On peut tous faire l'expérience, c'est assez intéressant de prendre différents appuis sur notre pied et d'essayer de ressentir de façon très subtile ce qui se passe, par exemple, dans notre larynx. On peut sentir une sensation de serrage, d'appui, de constriction en fonction des différentes positions du pied. Et chez quelqu'un qui utilise sa voix de façon professionnelle, chaque détail est déterminant.
On devient orthophoniste donc en visant l'obtention d'un certificat de capacité d'orthophoniste qui se prépare en 5 ans et qui équivaut actuellement à un grade master 2. Cette formation se prépare dans un centre de formation qui est rattaché à une UFR de médecine. Il y en a une 20aine en France à peu près. Pour ma part, ce n'est pas une vocation, je ne peux pas dire que ce soit une vocation. D'ailleurs, quand j'ai achevé mes études d'orthophonie, nombre de mes amis disaient: «Ça y est, j'ai mon métier pour la vie» et cetera. Et moi, étonnamment, je disais: «Ah, moi, je pense pas forcément de mon côté». C'est plutôt que voilà, je suis extrêmement attirée par le langage, donc oral, écrit. J'adore l'écriture, par la voix, notamment le chant. La communication m'intéresse énormément et j'ai toujours un énorme plaisir à aider les autres. Donc finalement, en cherchant un petit peu tout ce qui pouvait exister, les études d'orthophonie se sont avérées être mon choix. Mais je pense que notre vie est faite de plusieurs étapes et je pratique l'orthophonie, mais je fais aussi d'autres choses comme la formation voix, le coaching vocal. Je pratique également moi aussi au niveau artistique la voix, chanter, donc au travers du chant lyrique. Donc je pense qu'on peut faire plusieurs choses, c'est loin d'être incompatible. C'est un métier qui est vraiment au carrefour de différentes compétences, c'est-à-dire que c'est un métier qui est à la fois scientifique et littéraire, qui allie la théorie et la pratique, qui allie aussi la créativité et qui exige de toute façon également un cadre, une certaine structure. On est également fortement dans l'imaginaire, mais on a effectivement affaire également à une réalité de terrain et c'est en tout cas un métier qui est situé vraiment et centré sur l'humain. Donc c'est vraiment un métier de l'humain avant toute chose. Ce qui est assez intéressant dans cette profession, on peut avoir une pratique libérale, donc l'orthophoniste deviendra un travailleur indépendant avec tout ce qui s'accompagne de cette situation, c'est-à-dire de la comptabilité, etc., une gestion de cabinet. L'exercice peut être salarié en public ou en privé. Évidemment, l'exercice peut être mixte également, donc on peut tout à fait mixer une partie d'activité en libéral, une autre en salariat. Et enfin, l'orthophoniste peut également poursuivre ses études, par exemple, voilà, faire un doctorat dans un certain domaine qui m'intéresse. Certains orthophonistes vont se spécialiser par exemple dans le domaine logico-mathématique, d'autres par exemple vont apprendre la langue des signes pour travailler avec des patients malentendants. Évidemment, je me spécialise dans la voix, donc je fais tout un tas de formations liées à la voix. Ma pratique du chant qui m'accompagne en permanence est extrêmement importante aussi. On peut se former en thérapie manuelle, donc qui sont des techniques ostéopathiques utilisées pour la voix. Il y a vraiment tout un tas de formations différentes que l'on peut faire dans tous les champs de l'orthophonie. On peut tout à fait, grâce au salariat, orienter sa pratique très facilement, notamment lorsque l'on est néo-diplômé, c'est-à-dire que, par exemple, en travaillant dans un CMP, on va travailler avec des enfants, on peut travailler aussi en neurologie dans certains établissements, donc au niveau hospitalier ou dans des cliniques, qu'elles soient publiques ou privées. Également, on peut aussi en libéral orienter sa pratique, sachant que c'est plus simple lorsque l'on travaille dans une zone dans laquelle il ne manque pas d'orthophonistes et que dans des zones par exemple rurales ou un petit peu démunies, c'est un peu plus compliqué parce que par la force des choses, l'orthophoniste se doit tout de même de répondre aux différentes demandes qui sont très variées. Dans la vie des patients, je pense, d'après les retours de ceux-ci, que l'orthophonie a de nombreux impacts en fonction des situations.
Dans certains cas, c'est simplement recouvrer des fonctions perdues, et donc retrouver un niveau normal, on va dire, de fonctionnement. Et dans d'autres cas, c'est aller plus loin. Et en tout cas, pour beaucoup, c'est essayer de les rendre plus heureux, donc parce qu'on fonctionne mieux. Et ça, c'est toujours extrêmement appréciable de trouver un patient qui vous exprime son bonheur ou le fait qu'il va mieux. Par exemple, alors, il s'agit, là d'une séance qui était vraiment, très intéressante, donc dans le cadre de troubles de la mue, chez un jeune homme qui avait, bien passé l'âge de la mue, qui avait, un peu plus d'une vingtaine d'années et qui avait toujours, parlé jusqu'à présent en voix mixtée, voire en voix de tête, c'est-à-dire avec une voix très aiguë, sans ne jamais aller dans les graves. Et c'est vrai que c'était assez déroutant et une réelle transformation pour lui quand on a pu visiter ensemble les graves et qu'il a pu découvrir sa voix de poitrine et donc sa voix d'homme, sa voix de jeune homme. C'était une vraie révélation pour lui et ça s'est passé comme ça d'un coup au bout de 2 séances et au final on a fait 3 séances de travail alors qu'il avait souffert depuis déjà de nombreuses années. C'était magnifique de l'accompagner dans ce cheminement-là. Alors, il y a des situations, bien sûr, qui sont insolites, marquantes, et c'est assez intéressant aussi de faire évoluer la voix par rapport à la demande de la personne qui est parfois en transformation physique et on accompagne cette personne dans son cheminement. Il faut savoir y aller parfois par étapes et respecter un petit peu tout ce qu'il y a autour au niveau de son développement psychologique aussi, de son parcours, je veux dire, psychologique et physique aussi, comme je disais. On laisse venir le naturel, mais vraiment en se disant qu'on respire bas. La différence entre mon activité d'orthophoniste et de coach vocal doit être très précise et très claire. Tout repose dans la demande de base. Lorsqu'on se situe au niveau de l'orthophonie, on a une pathologie que l'on vise à observer, à repérer, à diagnostiquer. Donc dans les troubles de la voix, ça peut être une dysphonie, donc des troubles de la voix parlée, ou une dysodie, des troubles de la voix chantée. Mais il faut qu'il y ait une pathologie, ou alors sinon on est vraiment dans le cas de la prévention. Et la prévention se fait aussi en orthophonie. Mais quoi qu'il en soit, le but est de soit retrouver un fonctionnement perdu au niveau vocal ou autre, au niveau communicationnel par exemple, ou alors de vraiment prévenir des troubles qui pourraient menacer de survenir. Alors que dans le cas du coaching vocal, il s'agit en fait d'aller plus loin. De dépasser son niveau, d'aller plus loin dans la qualité, dans la quantité aussi. Et c'est vraiment une grande différence. Là où les deux champs se recoupent, c'est un petit peu le domaine de la prévention. Je pense qu'on peut avoir de la prévention en orthophonie et ça fait partie vraiment de notre travail et qu'on peut aussi et qu'on doit aussi travailler la prévention, notamment l'hygiène vocale, etc., lorsque l'on fait du coaching aussi. Ce qui me rend heureuse dans mon métier, c'est de savoir que je vais tout faire pour faire le bien autour de moi. Et puis en plus, si possible, lorsque je fais des rééducations de la voix, de partager ma passion pour la voix justement. Et prenez tout votre temps pour passer d'un son à l'autre. Voilà, il y a eu un petit décrochement, mais Les qualités humaines essentielles, je pense, dans l'orthophonie, la liste n'est pas exhaustive et je peux en oublier. Alors, bien sûr, avoir une patience d'ange, je pense que c'est extrêmement important. Il est important aussi d'aimer son prochain, de faire preuve d'empathie, évidemment. Également d'être créatif, d'être curieux, de chercher toujours à aller plus loin, à enrichir sa pratique. L'adaptabilité est importante aussi parce que on a vraiment des réalités de terrain avec des situations toujours nouvelles et il est important de pouvoir chaque fois très rapidement faire face à ces situations et de pouvoir les traiter et répondre positivement à tout cela.
Des situations qui sont difficiles à prendre en charge, c'est souvent quand il y a une difficulté, d'ordre psycho-émotionnel derrière. C'est vrai que c'est souvent ça des situations pour lesquelles, parfois on se sent un petit peu démuni et on se rend compte qu'on a le devoir d'accompagner cette personne, par rapport à cela, quand bien même on n'est pas forcément, autant formé qu'un psychologue et loin de là, car chacun a son domaine de compétences et il faut savoir, recadrer un petit peu le patient, mais parfois, vraiment on est vraiment l'interlocuteur, qui est juste, en face du patient et on doit pouvoir, répondre à cela. Donc, les crises de larmes, ça peut arriver vraiment dans le cabinet, soit parce que ça va, soit parce que ça ne va pas et dans ces cas-là, il faut savoir vraiment réagir tout de suite. Par exemple, le cas d'une patiente pour qui, la gorge avait toujours été, nouée et c'était extrêmement, extrêmement compliqué. On travaillait sous la forme de vocalises, on utilisait des thérapies manuelles et cetera, tout un tas de techniques et rien ne se passait de séance en séance, ça restait noué. C'était assez compliqué et bon, je commençais à apprendre, l'hypnose et à me perfectionner dans mes techniques, en hypnose et ça a été la révélation, en quelques minutes seulement. Voilà, la patiente a utilisé la métaphore d'une grenouille, qui coasse avec, la gorge grande ouverte et on a entendu un petit cliquetis. Je me dis: «Ouh là!» et voilà, la patiente après a parlé et la voix était extrêmement libre et en fait, elle m'a dit: «Mais oui, j'étais vraiment la grenouille et il y a peut-être une petite vertèbre qui a un petit peu travaillé». Et donc effectivement après, depuis ce jour, la voie était ouverte et c'était miraculeux. Elle n'avait jamais senti cette ouverture jusqu'à présent. Nos fameux bâillements sonores qu'on peut faire sur des hauteurs différentes, éventuellement sur des voyelles différentes aussi. Oh, oh. À vous? Il n'y a pas, je dirais, de séance classique en orthophonie. On peut respecter un certain cadre. Alors bien sûr, on a toujours, l'accueil et l'écoute du patient en premier lieu. Évidemment, on accueille quelqu'un, vraiment, on accueille un individu, donc on échange, on lui demande des nouvelles, c'est très important. Il y a cette relation et cet échange qui se crée, et ensuite, en fonction des objectifs que l'on a visés, on va, travailler sur ces objectifs. Donc des objectifs qui ne sont pas encore acquis, bien sûr, ou des objectifs en cours d'acquisition. On essaie un petit peu de faire le point. Parfois, on doit revoir certaines choses pour voir comment on avance dans notre suivi et puis on aborde de nouvelles problématiques également. Mais tout dépend de ce que le patient nous présente et il n'est pas rare du tout de, en fait, penser travailler un objectif un jour et que finalement le patient arrive avec d'autres problématiques qui sont plus pressantes, plus urgentes et finalement on change complètement le programme. Et je pense que ce serait une erreur de vouloir arriver chaque fois en se disant aujourd'hui on va travailler ça et ça se passera comme ça. Non, on est vraiment dans un échange qui se construit et dans un travail qui se fait vraiment ensemble et le patient va vraiment apporter de l'eau au moulin et c'est ça ce que l'on doit traiter, je pense. Le bilan initial nous permet de voir si on va avoir, un intérêt, un besoin, de faire effectivement un suivi orthophonique. Donc il permet déjà de dire est-ce qu'on est dans le cadre d'une pathologie et d'un besoin de soins orthophoniques. C'est déjà extrêmement important. Une fois les éléments, des tests analysés, on va pouvoir poser le cadre, arriver à cerner quels seront nos objectifs et quelle sera, notre trame au cours des séances à venir. La fin de la prise en charge, des patients ou plutôt de la prise en soin est vraiment, le fait, je pense, c'est mon avis, de pouvoir rendre le patient autonome. C'est-à-dire de le rendre, vraiment, capable d'arriver à avoir une sorte d'auto-jugement et de voir un petit peu où il en est, ce qu'il va, ce qui ne va pas et puis en fonction de cette analyse, arriver à capter, ce qu'il va pouvoir faire, ce qu'il va pouvoir chercher dans sa boîte à outils que l'on aura pu, composer en séance d'orthophonie ou de coaching et arriver à voilà, à voir quels outils il va pouvoir, utiliser
pour justement s'auto-corriger et aller vers un mieux et rééquilibrer les choses. C'est vraiment cette image du miroir. C'est comme si l'orthophoniste, le coach vocal devait remettre à son patient en fin de prise en soin un miroir dans lequel il pourrait s'observer et avec lequel il pourrait vérifier où il en est. Et voilà, donc le but, c'est que le professionnel puisse vraiment dire maintenant, voilà, peut-être que vous avez moins besoin de moi, je peux vous remettre ce miroir et faites-vous confiance. Alors pour les troupes de théâtre, là je vais vraiment les coacher, arriver à voir un petit peu comment ils explorent leur voix, quelles connaissances ils ont de tout cela, comment ils s'y prennent aussi, comment ils peuvent exprimer la profondeur de leur personnage au travers de leur voix. Et donc c'est un travail extrêmement intéressant avec beaucoup de jeux vocaux, beaucoup de découvertes. Et puis on va vraiment fouiller, et j'adore ça, voilà, la complexité des différents personnages pour savoir comment la voix peut être au service de l'interprétation théâtrale. On peut avoir quelqu'un qui va être assez inhibé, tout simplement par rapport à sa voix, alors que c'est quelqu'un en fait qui se représente vraiment, qui est le personnage, etc., et qui pourrait oser vraiment incarner ce personnage, sauf que la voix pose souci. Donc c'est vrai que pouvoir travailler par exemple dans les graves, dans les aigus, en voix douce, en voix plus forte, etc., en travaillant dans la résonance, effectivement, il m'est arrivé de voir quelqu'un notamment se révéler et puis même se dire mais quand même, c'est comment tu peux voir Clémentine toutes ces choses dans ma voix, c'est incroyable. Et on a parfois des personnes qui se sentent un petit peu mises à nu parce que dans la voix finalement on voit plein de choses, et travailler sur cette voix et vraiment lui permettre de se développer, de s'ouvrir, de s'épanouir, c'est fantastique parce qu'on a des talents qui se révèlent vraiment. Un exercice intéressant aussi, c'est de passer du I au OU, donc via le U, c'est-à-dire que par exemple, ça peut être I, U, I. On peut tout à fait vraiment se révéler par le biais de sa voix s'il y avait une problématique justement inhérente à la voix à la base. Et effectivement, on peut transférer complètement cette possibilité de révélation vocale dans d'autres professions liées à la voix, que ce soit dans le journalisme, dans le fait d'être avocat, etc., les enseignants, tout est possible, tout est possible. Il m'arrive très souvent de repérer des problèmes de voix, des problèmes d'articulation, des serrages de mâchoire, des problèmes de position de langue, d'utilisation des lèvres, et puis des problèmes de placement vocal. Ça arrive très 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 souvent. C'est pour ça que vraiment chaque personne qui utilise beaucoup sa voix ou de façon professionnelle devrait un jour, je pense, si elle le souhaite, se poser cette question: où en suis-je avec ma voix? Et se poser déjà la question: est-ce que c'est confortable? Voilà, est-ce que je suis confortable avec ma voix? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis en phase avec elle? Et puis, comment fonctionne-t-elle ma voix? Est-ce que j'arrive à ce qu'elle fonctionne de la bonne façon, assez longtemps? Est-ce que j'ai une belle palette vocale? Donc, est-ce que je peux jouer véritablement avec ma voix, aller dans les graves, aller dans les aigus, faire fort, faire doux, etc. Je pense que c'est des questions que chacun peut se poser et qui peuvent amener à consulter un orthophoniste spécialiste de la voix ou un coach vocal. J'aime énormément travailler en interdisciplinarité, et c'est vrai que ma pratique en plus fait que je vais vraiment échanger avec de nombreux professionnels. Dans le cadre des troubles de la voix, je vais échanger avant tout avec les médecins phoniatres, avec les médecins ORL aussi, et puis avec tout un tas d'autres paramédicaux également, les kinésithérapeutes. Ça va être aussi avec les ostéopathes. On peut également travailler bien sûr avec les orthodontistes, des chirurgiens maxillofaciaux, enfin tout un tas de professions, des gastro-entérologues, enfin ça va très très loin en fonction de la situation du patient. Les podologues aussi, etc.
sachant que, comme je l'ai dit précédemment, on travaille sur un humain, sur un corps entier, également sur un esprit, et donc on va aussi travailler avec les psychologues, etc. Pourquoi pas des sophrologues, enfin vraiment les professions avec lesquelles on va travailler sont vraiment très diversifiées. L'évolution que l'on retrouve chez les autres professions qui sont en lien avec la profession d'orthophoniste ont vraiment un lien important avec notre évolution. C'est-à-dire que, prenant l'exemple de l'orthodontie, le fait qu'on puisse faire de l'orthodontie de façon de plus en plus précoce, en permettant très souvent d'éviter des chirurgies orthognatiques, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a quelqu'un qui utilise vraiment sa voix et qui a besoin d'une chirurgie de la mâchoire, on sait que ça va être compliqué quand même, qu'il va y avoir une belle rééducation à faire, que certaines choses vont changer, alors qu'effectivement, avec un soin orthodontique beaucoup plus doux, beaucoup plus précoce, on va avoir des répercussions moindres et on va avoir un patient qui va lisser ses changements en fonction de sa croissance, donc très souvent au cours de l'enfance, de la préadolescence, voire l'adolescence. Le métier d'orthophoniste évolue bien sûr avec les années, je pense comme plus ou moins toute profession. Forcément, on a vraiment des innovations technologiques, etc., qui nous apportent de nouveaux outils, de nouvelles techniques pour travailler. Également tout un tas de nouvelles approches avec des prises de recul de chacun et des personnes qui vont initier de nouvelles méthodes de par leur réflexion, de par leur expérience pratique. Il y a une évaluation des pratiques, donc on recherche à vérifier l'efficacité des séances d'orthophonie. Et ça, c'est un élément très important pour juger de la pertinence des soins, la durée du suivi, le nombre de séances, etc. Si j'avais un conseil à donner aux personnes désireuses d'exercer la profession d'orthophoniste, ce serait de toujours se demander vraiment quelles sont nos aspirations profondes, qu'est-ce que l'on souhaite dans la vie, qu'est-ce que l'on souhaite apporter aux autres, qu'est-ce que l'on souhaite pour soi aussi, et justement de toujours veiller à penser aussi un peu à soi, parce que c'est une profession dans laquelle on se voue à nos patients et au cours de laquelle on pourrait s'oublier si on n'est pas méfiant. Donc il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut vraiment garder du temps et se préoccuper un petit peu de soi, parfois prendre soin de soi tout simplement, et qu'il ne faut pas que exercer ce beau métier en pensant seulement aux autres, tout en sachant que penser à soi, c'est penser aux autres. Et tout le long, on essaie d'être bien connecté, du début à la fin. Merci à Clémentine pour ce témoignage qui nous a permis de comprendre l'importance du travail de la voix pour révéler et affirmer notre personnalité. Ce podcast vous a été proposé par Staff Santé, le site emploi de référence des professionnels de santé. Des milliers d'offres, des conseils et d'autres portraits sont à découvrir sur staffsanté.fr. Si vous avez aimé l'épisode, donnez-lui une note, ça aide le podcast à se faire connaître. À bientôt pour une nouvelle histoire de soignant.